aujourd'hui, dans le hangar, nous allons nous intéresser à l'hélice. Alors Bernard, je me suis toujours demandé comment une hélice avec des pales finalement aussi fines, pas très grandes, arrive à tracter toute une masse comme ça avec son moteur, sa charge utile. Ah ben, ça remorque tout l'avion et c'est par ça que passe finalement la puissance et c'est ça qui permet de créer le mouvement. Donc c'est un peu mystérieux parce qu'effectivement il y a le paradoxe de quelque chose d'assez petit finalement et qui produit tellement de puissance. Ouais. Et en même temps il y a le côté mystérieux aussi parce que l'hélice quand elle tourne, elle est transparente, on ne la voit pas, donc il y a un côté un peu magique. Et c'est vrai que faire des hélices, c'est de la magie un peu noire à certains moments. Et les héliciers sont des gens qui maîtrisent des concepts qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Comment ça peut marcher, on ne sait pas. Marche. Alors ça C'est quoi le s'explique. principe? Le principe finalement, c'est si on prend une planche de bois, si on prend une vis, si on prend un tournevis, on appuie et on tourne et la vis rentre dans la planche de bois en fonction de son pas de vis. Son pas de vis. Le pas de vis, c'est quelque chose d'important quand on parle d'une hélice. Parce qu'on parle du pas d'une hélice comme on parle d'un pas de vis. Donc c'est comme une vis? C'est comme une vis. C'est une vis qui se visse dans de l'immatériel. En fait, l'air n'est pas immatériel, mais l'air, ma foi, on ne le sent pas, on ne le palpe pas facilement. Et pourtant, c'est dans l'air que cette vis, ces trois pales, ça constitue exactement une vis. À la limite, le tournevis... c'est ça, le tournevis, c'est le moteur. C'est le moteur. Avec l'arbre, là. Avec l'arbre ici, qui tient, évidemment, en général, c'est solide, parce qu'il y a de la puissance qui passe, il y a du couple. Et donc, il y a, au bout du moteur, il y a un arbre porte-hélice dans lequel est boulonnée l'hélice. Et quand le moteur tourne, ça entraîne l'hélice. Et puis, si on met de la puissance, ça tourne de plus en plus vite et l'hélice se visse dans l'air. Et le type qui a inventé ça, c'était pas n'importe qui, c'était Leonardo da Vinci, qui d'ailleurs à l'époque il était brillant parce qu'il avait non seulement imaginé qu'on pouvait par une vis se vissant dans l'air remorquer une machine volante, mais en plus il l'avait mise sur le toit d'une diligence. Son idée c'était une espèce de diligence avec une vis sur le toit et donc il avait inventé deux trucs d'un coup, c'est-à-dire l'hélice, le principe de l'hélice et d'autre part le principe de l'hélico. Il l'a dessiné, mais il ne l'a pas fait voler. Non, il ne l'a pas fait voler, mais il aura fallu attendre quelques siècles, mais il pensait vite. Eh bien justement, on parle de lui, mais j'aimerais bien qu'on remonte un peu dans le temps pour voir d'autres hélices. Des superbes objets d'art d'ailleurs. Des objets d'art, absolument. Donc là, on remonte le temps, on est sur un modèle, les années... Ça a commencé dans les années 1900, et puis celle-là, c'est une hélice qui est typique, on va dire, des années 30. Bon, là, on est dans des modèles en bois. C'était du bois et c'était des œuvres d'art parce que sont des lames de bois contrecollées sous pression. Et au départ, c'est un bloc, on dirait un lingot de bois. C'est un gros bout de bois, parce que ça fait quand même une belle pièce. Et puis à partir de là, à l'époque, il y avait des magiciens qui sculptaient littéralement à la main, qui sculptaient ces formes extraordinaires et qui finalement, d'une hélice à l'autre, selon l'état de talent du sculpteur en question, il y en avait qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. On le sent quand on est pilote, une bonne hélice ou une moins bonne hélice? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, il y en a qui vont vibrer, parce qu'il faut les équilibrer, bien sûr, mais il y en a qui vont vibrer, il y en a qui vont tirer plus ou moins que d'autres. Enfin, c'était comme ça au tout début. Et puis arrive un personnage en 1916 qui est un tout jeune ingénieur qui sort de la première promotion de l'école supérieure aéronautique, Supaéro, qui existe toujours. Il s'appelle Marcel Bloch, plus tard il changera de nom, il s'appellera Marcel Dassault. Et à la sortie de l'école, comme c'est le fils d'un fabricant de meubles, dans la fabrique de meubles familiale, quelqu'un a inventé une machine à dupliquer des formes taillées dans le bois. Donc il fabriquait comme ça des hélices, il normalisait un peu la fabrication. Il a utilisé ces outils destinés au départ pour faire des meubles
il les a utilisées pour faire des hélices qui étaient toutes semblables et donc ils garantissaient des performances. Et à partir de 1916, les hélices éclairs ont commencé d'équiper pratiquement tous les avions de chasse de l'armée française à l'époque. Et ça a été le début de l'aventure extraordinaire de Marcel Dassault. Des hélices en bois, c'est fragile? C'est fragile et très solide en même temps. C'est fragile parce que si on tape dessus, bon, évidemment, c'est du bois. C'est un peu le même bois qu'utilisent les luthiers pour faire, par exemple, certains manches de guitare, guitare électrique, entre autres. Donc, c'est fragile à l'impact. C'est pour ça que c'est renforcé, d'ailleurs, sur l'avant, sur le bord d'attaque des pales. On trouve ce renfort métallique qui est riveté et qui vient protéger. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle souffre plus? Oui, elle souffre plus, surtout sous la pluie. Si elle tourne dans la pluie, la vitesse de rotation est telle que ça va complètement manger le bois, ça va abraser l'hélice, ce qui fait que les hélices en bois d'époque avaient ce bord d'attaque renforcé en métal. Alors ça pouvait être en cuivre ou dans d'autres métaux. Et donc il y avait ce bord d'attaque qui était là pour protéger de l'abrasion causée par la pluie le bois dont est faite l'hélice. Parce que finalement c'est un bois relativement tendre. Alors il ne faut pas taper dessus à coups de marteau parce que c'est quand même des objets fragiles. Et puis c'est un aspirateur en même temps, ça peut prendre des cailloux aussi. Quand on roule par exemple, si on passe sur des graviers, les graviers vont être aspirés par l'hélice et on va les endommager, d'où la nécessité de cette protection de la partie la plus fragile de l'hélice qui est son bord d'attaque. D'accord. Il y a quelque chose qui est très drôle en fait, c'est quand il y a un objet où je pense plutôt à des moustiques ou des insectes qui arrivent. Ils ne viennent pas frapper devant, ils sont aspirés en fait, et c'est derrière qu'ils viennent s'écraser. Le cimetière à moucherons, c'est sur l'arrière de la pale que ça se situe, et non sur l'avant. Et quand là, il n'y a pas longtemps qu'il a volé, donc il faut le faire. On prend l'éponge côté gratounette, là, et puis on prend l'eau, et on nettoie l'arrière. Une hélice devant, devant, elle est impeccable, il n'y a pratiquement rien. Par contre, derrière, c'est terrible. Ce qui démontre bien que le principe de l'hélice, c'est-à-dire que ça crée une dépression. L'hélice est aspirée, pour ainsi dire, vers l'avant. D'accord. Et le pauvre moucheron, lui, il arrive, il croit qu'il va mourir atrocement en percutant la face avant de l'hélice. En réalité, il fait ça. Et il percute violemment, parce que la dépression est très importante derrière, il percute violemment la face arrière de la pale. D'accord. Alors là, on a une hélice, fixe, mais on a également des hélices à pas variables. J'aimerais que tu nous montres cela. On va regarder ça et en même temps, on va découvrir que ces hélices sont devenues métalliques et c'est déjà les années 30 modernistes. Là, Bernard, on est passé à l'âge du fer. Ouais, l'âge de glace du fer, oui. Ouais, ce sont les hélices métalliques, sont non seulement les premières hélices métalliques réellement raffinées, on va dire, voire même sophistiquées, mais en plus, ce sont les premières hélices où tout à la fois les pales sont en métal, donc peut-être plus facile à usiner avec précision d'une pale sur l'autre que des hélices en bois. Et donc, avec une finition, bien sûr, il n'y a qu'à passer la main dessus, c'est lisse, c'est impeccable. Sur le plan aérodynamique, c'est fantastique. Ça a un défaut, c'est que c'est lourd. Mais voilà, le problème, c'est que l'hélice, dans son ensemble, devient un énorme gyroscope extrêmement lourd. Et quand ça tourne et qu'on en a deux, c'est un bimoteur celui-là, qu'on en a deux, on a deux gyros qui tournent et qui ont tendance à faire ce que font tous les gyroscopes, c'est-à-dire à entraîner l'avion du côté où il tourne. Et donc, ça fait partie du boulot du pilote de ce genre d'avion qu'à la mise de gaz ou aux réductions en vol, ça se sent aussi. L'avion, il fait ça. Enfin, il est équipé de deux énormes gyroscopes dans le cas de ce bimoteur. Et donc, on le sent. On sent que l'avion, il a tendance à aller du côté où les gyros l'entraînent. Alors, il y a ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Et puis, surtout, c'est des hélices à pas variables. Reprenons l'exemple de la vis qu'on va faire entrer dans une planche. Il y a des vis avec des petits pas. Quand elles ont un petit pas, il faut faire beaucoup de tours pour que la vis rentre à peine dans la planche de bois. Mais si on a une vis qui a un grand pas
Sur un tour, elle va rentrer d'une plus grande distance. Eh ben, on fait la même chose quand on est en croisière et qu'on veut donc aller vite. Ouais. À ce moment-là, à travers un mécanisme hydraulique qui se trouve dans le cône d'hélice ici, c'est pour ça que ça a cette forme un peu tarabiscotée de cocotte minute bizarroïde. Là-dedans, il y a des ressorts de l'huile, de la pression et tout. Et depuis le poste de pilotage, on commande le changement de pas d'hélice. Et donc, on donne un plus grand pas à l'hélice, qui fait qu'à chaque tour d'hélice, on va faire plus de chemin. D'accord. Ce qui fait qu'en gardant la même puissance du côté du tournevis, c'est-à-dire du moteur, et ben finalement, on va faire plus de chemin, donc on va aller plus vite. C'est Et on va être plus économique. Quand je suis en vitesse de croisière, je passe à 4e ou la 5e Voilà, ou la 6e. on monte les vitesses On monte les vitesses. avec un régime moteur qui reste normal. D'accord. Et on va de plus en plus vite. Et ben, sur les avions, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des crans comme dans une voiture, première, seconde, troisième, etc., là, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'on augmente le pas, et donc ça permet d'augmenter la vitesse. Et donc ça, c'est les années, on va dire les années 30, c'est là qu'on a quand même commencé à sophistiquer tout ça. Quand on voit les mécanismes qu'il y a là-dedans, c'est de l'horlogerie. C'est de l'horlogerie, on est dans les mêmes tolérances que dans l'industrie horlogère. D'accord. Quelles sont les limites en vitesse de l'hélice? Parce qu'après, on passe au réacteur. Avec ce type d'hélice, on a équipé de ce type d'hélice les avions à hélice les plus rapides à avoir jamais volé, les chasseurs en particulier de la dernière guerre. C'était des avions dont on pouvait tirer au maximum autour de 700 km/h. D'accord. Au-delà, l'hélice n'est plus efficace. Elle est plus efficace parce que, d'abord, plus on veut aller vite, plus il faut brasser d'air. Donc on met des hélices de plus en plus grandes. Le problème, c'est que la longueur de pale fait que même si la vitesse angulaire de l'hélice reste la même, en bout de pale, on atteint des vitesses supersoniques. Et là, d'un seul coup, l'hélice, elle n'est plus très efficace. Tout le bout de pale ne sert plus à rien. Ça fait plus que du bruit et ça travaille dans une sorte de cavitation. Donc ça a été une des limitations. Et puis finalement, comme entre-temps, il y a des petits futés qui ont inventé le turboréacteur, on s'est dit que c'était tellement plus simple d'avaler de l'air, de le comprimer, de le surcomprimer en mettant le feu et puis de le cracher par derrière. Et là, on arrivait à un summum de complexité mécanique entre les moteurs et les hélices qui faisait que, et les hélices, à partir de ce moment-là, sont restées un peu l'apanage des vitesses entre 0 et 500 km/h, grosso modo. En attendant, elles deviennent de plus en plus performantes et on peut le revoir sur l'ULM. Et puis on change de matériaux, on redevient très léger, credo aéronautique. Ça, c'était lourd, on va redevenir très léger et très moderne. Et on revient à notre point de départ. On revient. Là, c'est plus du poids du tout. Non. Et ça, c'est donc les hélices de génération actuelle. Alors avec un dessin qui est réellement optimisé, il y a pas mal de travail d'ordinateur, de conception 3D là-dedans. C'est les hélices actuelles et ce sont des hélices en carbone déjà, tout en carbone, donc extrêmement légères d'une part. Ce qui est bien parce que ça diminue le couple, le gyroscope constitué par l'hélice quand on met toute la puissance. Et le gyroscope, c'est ce qui nous fait tourner. L'avion, comme ça. Et plus le gyroscope est lourd, plus l'hélice est lourde et plus les effets gyroscopiques sont importants. Alors que là, avec du carbone, c'est ultra léger. Donc il y a toujours les effets gyroscopiques, mais ils sont beaucoup moins marqués. Et donc c'est du carbone, c'est léger, c'est solide, ça permet évidemment... Ça dure plus longtemps ? Oui, et puis surtout, il y a une sculpture qui est véritablement d'une précision absolue. C'est moulé. C'est moulé sous pression, à des pressions absolument effrayantes d'ailleurs. Et les bords d'attaque sont toujours métalliques pour les rendre. Mais ce sont des alliages extraordinaires de l'Inconel, par exemple, des alliages dont on s'est servi au début de la conquête spatiale pour faire des choses assez miraculeuses et qui aujourd'hui descendent en technologie vers des machines quand même plus modestes de perfo. Et donc ça, c'est l'hélice d'aujourd'hui, c'est une hélice... Ce qui est incroyable, c'est que là, on n'a pas, comme on l'a vu tout à l'heure, de pas variable, non. Mais quand même, il y a une souplesse. Il y a une certaine souplesse dans le... C'est du carbone, il y a une certaine souplesse, les ingénieurs maîtrisent ce genre de choses, entre autres parce que, par exemple, ceux qui font des rotors d'hélicoptères ont beaucoup travaillé la déformation
de la matière. Et donc, on a des hélices qui, plus l'avion va vite, plus elles s'adaptent à la vitesse. Et elles sont fixes, mais pourtant, par torsion, elles s'adaptent. Elles changent un peu de profil. Leur pas de vis. En fait. Ouais, elles changent un peu leur pas de vis, elles changent leur profil et elles sont plus efficaces encore. Là, on est, encore une fois, on est dans la magie noire et d'ailleurs, c'est leur couleur. D'accord. C'est ce que j'ai envie de faire, là, comme dans les vieux films, j'ai envie de prendre ça et faire...